Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 16 ans. Alors, aujourd'hui, on va parler comment investir sur les marchés financiers américains quand on est expatrié francophone ici aux États-Unis. Notre expert du jour est un habitué des ondes de French Morning. C'est Alexandre Quentin. Il est partenaire et directeur des investissements chez USA France Financial. Il a fait plus de 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine pour les Français aux États-Unis. Il fait partie de la liste Forbes en 2023 des meilleurs professionnels de la finance et il accompagne aujourd'hui avec son équipe d'une vingtaine de personnes plus de 1200 familles comme vous, franco-américaines, sur leurs problématiques transatlantiques. Alors, aujourd'hui, on va essayer de prendre vos questions en direct, que ce soit par audio, vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire votre question et moi je la lirai. L'idée, c'est que Alexandre fasse une présentation quand même pour avoir une base et puis ensuite qu'on puisse interagir, échanger avec vous et prendre un maximum de vos questions en direct. Voilà. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous écrivez vos questions, je les pose à Alexandre, on est en direct, donc il n'y a pas de souci, on aura vos questions. Alex, je vais te laisser te présenter. Je pense que tu partageras ton écran juste après. Et puis moi, je reviendrai te poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Avec plaisir, merci Romain pour cette introduction. En effet, on va aborder le marché financier ici aux États-Unis. Mais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, quelques mots sur SA France et sur le cabinet. Donc, on est une équipe de maintenant 19 Français et un Américain. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres, entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leur politique financière. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée, et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis, ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Au sein de notre cabinet, nous avons beaucoup de talents, que ce soit des diplômés notaires, coordinateurs fiscaux, directeurs de planification avancée et d'investissement, et l'ensemble de ces acteurs doivent travailler pour votre succès financier, que vous restiez ou que vous repartiez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera là pour vous accompagner. Pour aujourd'hui, au sommaire, qu'est-ce que l'on souhaite accomplir en parlant des marchés financiers? Déjà, faisons un point sur les marchés financiers. Que se passe-t-il en ce moment? Pourquoi y a-t-il potentiellement de la volatilité qui est à la hausse en ce moment depuis plusieurs mois? Faisons un point là-dessus et quelles seraient les tendances pour cette année 2024? Comment contribuer à réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? Comment être stratégiquement proactif lors d'une baisse des marchés pour pouvoir être toujours en position de force? Et enfin, comment contribuer à réduire l'impact fiscal au sein de votre portefeuille d'investissement? On va répondre à toute cette question aujourd'hui. Commençons donc par les marchés. Voici les indicateurs en ce mois de mars 2024. Si on regardait encore les indicateurs en 2022, la majorité était en rouge, un petit peu en jaune, aucun en vert. La situation économique s'améliore de plus en plus. L'année dernière, on pensait que le marché aux États-Unis, ou en tout cas le GDP, le PIB, soit en négatif, potentiellement en récession. Maintenant, on s'en éloigne. L'économie se porte bien, le chômage est quasiment au plus bas, l'inflation est autour des 3,8. La Fed souhaiterait, en tout cas la Banque centrale américaine souhaiterait être plus proche des 2%. Mais bon, on est quand même sur une inflation un petit peu plus taclée que ce qu'on a connu il y a un an et demi. On était proche des 9%, maintenant on est plutôt 3,8. Donc l'inflation commence à se calmer également. La Fed, la Banque centrale américaine, a notamment augmenté les taux en 2022, ce qui a eu un impact évidemment sur le marché financier, sur le marché obligataire également. C'était la pire année depuis 1801. Donc il s'est passé pas mal de choses. Maintenant que les taux d'intérêt sont élevés, la Fed, la Banque centrale américaine, a maintenant un outil à sa disposition, c'est la capacité à baisser les taux. Et qui dit baisse des taux d'intérêt dit un boost sur les marchés financiers, notamment equity, mais également fixed income, puisque à chaque baisse des taux d'intérêt, on peut s'attendre à une augmentation de la valorisation des obligations existantes, puisque tout simplement les nouvelles obligations étant moins attractives, puisqu'il y a une baisse des taux, les anciennes sont plus attractives et gagnent en valorisation. Donc, on s'attend potentiellement à une baisse des taux cette année, pas drastique, puisque d'un point de vue économique, on pense que ça se passe plutôt pas mal.
Et donc, on ne s'attend pas à une baisse drastique des taux. On voit juste deux raisons potentielles d'une baisse des taux. Premièrement, c'est que quand les taux sont élevés et que la Banque centrale américaine se refinance à des taux élevés, eh ben, elle doit quand même les intérêts de cette dette, qui a un impact évidemment sur le budget. Et deuxièmement, bah, on est dans une année d'élection politique. Il faut savoir que 86% des années d'élection sont positives. Pourquoi? Parce que notamment, bah, les politiciens ont des outils à leur disposition. Est-ce que la Banque centrale devrait être indépendante des prises de décision politiques? Normalement, oui. Mais la réalité, c'est que quand on est au pouvoir, que ce soit les républicains ou les démocrates, ils vont essayer de faire travailler un certain nombre d'outils autour d'eux pour s'assurer qu'au minimum, il n'y ait pas une année négative au niveau des marchés, puisque 10 années négatives, eh ben, c'est potentiellement une non-réélection derrière. Et donc, il s'assure généralement de pouvoir baisser un peu les taux, booster un peu artificiellement les marchés. Et donc, on s'attend potentiellement à une année plutôt correcte au niveau des marchés. Elle a très bien commencé, hein. Il y a une augmentation de près de 20% des marchés dans les 4-5 derniers mois. Donc, évidemment, une année qui s'avère être une année plutôt correcte, positive. Est-ce qu'on peut s'attendre à la volatilité? Évidemment. Mais il faut savoir aussi que exceptionnellement, c'est une année d'élection où il y a deux candidats qui ont déjà été élus. Et donc, ça met moins de risques également sur des changements drastiques de politique, puisque le marché peut s'attendre à ce quoi se tenir, que ce soit les républicains ou les démocrates. Donc, moins de volatilité également avec cette élection attendue. Évidemment, on voit deux points en rouge toujours. Bah déjà, un, c'est ce qu'on appelle le equity market valuation. Maintenant que les actions ont bien monté en valorisation, bah, elles commencent à être expensive, hein, elles commencent à être un petit peu plus chères de les acheter maintenant qu'il y a encore 5 mois, par exemple. Et deuxièmement, c'est l'aspect géopolitique, hein. Ça, malheureusement, on vit dans un monde qui fait face à de nombreuses guerres, de certaines incertitudes. C'est bien dommage, mais voilà. Voilà dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle et on espère que, évidemment, d'un point de vue géopolitique, les choses puissent s'améliorer et qu'on puisse vivre dans un monde un peu plus tranquille et de paix. Voilà où on en est d'un point de vue économique. Donc, pas mal on va dire, de critères qui sont de plus en plus ouverts comparé à ce qu'on aurait pu encore penser il y a un an. Donc, pas mal de bonnes choses attendues pour 2024 à l'heure où on se parle. Alors, posons-nous la question de savoir, évidemment, comment réduire le risque, maximiser le rendement. C'est ce que l'on recherche quand on souhaite être investi. Et donc, nous allons répondre à cette question grâce à 4 stratégies que l'on peut mettre en place. Premièrement, c'est une stratégie d'investissement qui est réfléchie, réduire au maximum les prises de décision émotionnelles. Deuxièmement, c'est de pouvoir se diversifier, tirer avantage de différentes classes d'actifs qui vont pouvoir nous permettre de pouvoir être stable, quel que soit l'univers économique dans lequel nous sommes, de pouvoir privilégier certaines classes actives selon certains cadres économiques, on va en parler. Troisièmement, c'est de pouvoir créer une stratégie à haute vélocité patrimoniale, c'est-à-dire que si on peut faire en sorte que chaque dollar qu'on puisse mettre de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps, eh ben, on va avoir une démultiplication de la valeur patrimoniale pour voir comment est-ce qu'on peut le faire de manière optimale. Et dernièrement, on peut utiliser des instruments financiers. Potentiellement, on va parler également, on va parler également plus tard dans le webinaire de réduction d'impact fiscal. On peut utiliser à la fois des instruments, mais également de types de comptes qui puissent réduire à la fois potentiellement le risque, mais également l'impact fiscal, puisque ce qui est important en tant qu'investisseur, c'est de maximiser le rendement par unité de risque, tout en réduisant l'impact fiscal et en réduisant l'impact des frais. C'est ce qui nous reste dans la poche, évidemment, qui est le plus important. Donc, lançons-nous dans le vif de cette question et répondons à la première, en tout cas, lançons-nous dans cette première stratégie qui est une stratégie d'investissement réfléchie. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à gauche, l'augmentation et la baisse des taux des marchés viennent également avec certains comportements émotionnels. Donc, quand les marchés sont à la hausse, on devient potentiellement euphorique. Quand les marchés baissent, on devient potentiellement worried, panic stricken, etc. Et donc, il s'agit de rester le plus rationnel. Et un des avantages, notamment, de travailler avec un conseiller financier, c'est d'avoir un petit peu ce mur de Chine émotionnel, de pouvoir prendre des décisions avisées, avérées. Comme on peut le voir sur le graphique à droite, depuis 2016, le marché a généré près de 14% par an. L'investisseur moyen n'en a généré que 5,5%. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de pouvoir prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que les marchés vont pouvoir nous donner. La deuxième stratégie, c'est d'avoir une stratégie donc diversifiée. Si on peut voir ici en violet, c'est un portefeuille qui est diversifié et qui va bénéficier d'avoir des classes d'actifs qui outperforment, d'avoir un petit peu de classes d'actifs qui sous-performent, mais d'avoir un portefeuille diversifié qui va tenir la route sur le long terme
Et donc, l'objectif, entre-temps, c'est de pouvoir potentiellement surpondérer ou sous-pondérer certaines classes actives selon l'univers économique dans lequel nous sommes. Il y a par exemple 2 ans, quand les taux d'intérêt ont commencé à être élevés, les Series I Savings Bonds étaient intéressants. On avait du 9,2% de rendement garanti par le gouvernement. Ça pouvait être extrêmement intéressant. Donc, on se positionnait là-dessus. Pour info, sur les Series I Savings Bonds, on est à 5,27% en ce moment. On ne conseille pas forcément de rentrer dedans ou d'en sortir. Là, le yield, hein, les rendements attendus sont encore plutôt positifs, mais il n'y a pas vraiment d'avantage à rentrer dedans puisqu'on peut avoir l'équivalent beaucoup plus liquide et ce n'est pas vraiment potentiellement le moment d'en sortir si on n'a pas besoin de ces liquidités-là puisque les rendements sont encore agréables. Mais c'était une classe active à privilégier à cet instant-là. En ce moment, un exemple d'une diversification, on est évidemment sur le marché US, les grosses capitalisations, potentiellement à l'international. Il faut savoir qu'à l'international, en ce moment, ce qu'on appelle le price to equity ratio, donc en fait la valorisation des actifs est très basse. Ça peut être intéressant dans une perspective à long terme de commencer à se positionner sur l'international. Attention à certaines zones géographiques. La Chine est en difficulté en ce moment. Donc potentiellement faire attention quand on se diversifie à l'international selon la géographie que l'on va choisir, mais il y a potentiellement des affaires à faire d'un point de vue historique. Il y a une valorisation des actifs qui est plutôt opportunistique en ce moment sur l'international et également une classe d'actifs aux États-Unis qu'on appelle le private credit. Alors qu'est-ce que le private credit? Je vais expliquer les 4 solutions qu'on a en termes d'obligataires aux États-Unis. La première, c'est d'investir, par exemple, dans de l'obligation publique, c'est-à-dire les bons du trésor, les treasuries, par exemple américains en français. Deuxièmement, c'est d'investir dans ce qu'on appelle les municipal bonds. C'est des obligations municipales, ça peut être d'États tels que la Californie ou New York ou la Floride. Ça peut être des villes, des utilities comme water utility, factories, etc. Donc, en fait, des choses, des institutions publiques qui émettent des obligations pour se développer. Et donc, il y a un certain nombre d'avantages fiscaux avec celles-ci. Troisièmement, on peut faire appel à ce qu'on appelle les corporate bonds. Donc, on est sur de l'obligation de compagnies publiques. Et dernièrement, on peut aller sur ce qu'on appelle du private credit. C'est des obligations de la dette de compagnies privées. Alors, je donne un exemple. On travaille par exemple avec un fonds en ce moment qui est spécialisé dans ce qu'on appelle le upper middle market. Ce sont des compagnies qui font plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pour information, aux États-Unis, il y a près de 33 000 compagnies qui font plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il y en a 3 000 qui sont publiques et il y en a 30 000 qui sont privées. Et beaucoup de ces compagnies sont leaders dans l'industrie, elles souhaitent continuer à se développer, à par exemple créer une usine ou acheter un compétiteur. Et c'est beaucoup plus cost-effectif de lever de la dette que de lever du capital. Et à ce titre, ce type de compagnie est spécialisé pour faire ces prêts à ces compagnies-là. Et pour 97% des prêts réalisés se font avec collatéral sur les actifs. Exemple, ils ont fait un prêt à, par exemple, à une compagnie, ça peut être par exemple Bombardier ou autre, pour 1 milliard de dollars, et vont prendre par exemple 3 milliards de dollars de collatéral en cas de non-repaiement. Ce qui nous donne aussi un niveau de sécurité sur l'investissement. Il faudrait que la compagnie soit en difficulté et que les actifs ne valent rien pour avoir une potentielle de perte. Donc, une classe d'actifs qui potentiellement qui est moins risquée que les marchés, puisqu'on est maintenant sur la dette, on est sur la dette en plus avec un niveau de sécurité élevé et avec des rendements qui sont attractifs, parce que c'est une classe d'actifs qui va pouvoir surfer la vague des taux d'intérêt élevés. On s'attend à avoir une baisse des taux d'intérêt cette année, qui n'est potentiellement pas drastique puisque l'économie se porte plutôt bien, mais on pense que d'ici, dans les 18 à 24 mois, les taux d'intérêt vont potentiellement rester élevés. Et à ce titre, surfer cette vague des taux d'intérêt dans des classes d'actifs qui profitent de cela peut être intéressant, tel que le private credit. Les marges en ce moment sont à peu près de 7% au-dessus du risk-free rate. Le risk-free rate est proche de 5%. Donc on parle par exemple de 12% de rendement en ce moment sur une classe d'actifs qui est potentiellement moins volatile que le marché financier en termes d'equities. Donc, ce sont par exemple des classes d'actifs à surpondérer potentiellement selon un univers économique dans lequel nous sommes, sous-pondérer d'autres, d'être diversifiés et ainsi d'avoir un portefeuille qui puisse être d'autant plus proche de la maximisation du rendement et la minimisation du risque en étant diversifié et en surpondérant, sous-pondérant certaines classes actives. Le point numéro C, c'est de pouvoir créer un maximum de vélocité patrimoniale, faire en sorte que chaque dollar qu'on met de côté puisse potentiellement jouer 2, voire plusieurs rôles en même temps. Et si c'est le cas, on va démultiplier notre stratégie patrimoniale. Alors pour nous, il n'y a que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle, en plus de pouvoir épargner au quotidien. Donc déjà, il s'agit généralement en vitesse de croisière que 20 à 25% de votre brut puisse partir de côté.
puisse partir de côté, par exemple, pour mettre le match que l'on peut récupérer du 401k avec son employeur. Ça peut être de mettre de côté à la banque pour pouvoir créer son matelas de sécurité. Ça peut être sur un compte d'investissement, sur de l'immobilier, etc. De pouvoir mettre 15 à 20% de notre brut au minimum de côté. Et quand on va pouvoir épargner sur le long terme, on va pouvoir créer de la valeur patrimoniale. Puis, il y a deux manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Un, c'est ce que j'appelle ownership, c'est-à-dire qu'on détient sa propre entreprise ou on détient des parts de l'entreprise sur le marché privé ou sur le marché public, telles que les actions. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. Voilà, il n'y a pas d'artifice des ZZ. Je détiens ma compagnie ou une part d'une compagnie. Deuxièmement, je détiens de l'immobilier. Et notamment, un des avantages de l'immobilier, c'est de faire travailler l'argent de quelqu'un d'autre, et notamment la banque pour prendre un prêt immobilier, etc. Et de pouvoir mettre un minimum d'apport et de faire travailler l'argent de quelqu'un d'autre pour notre création patrimoniale. Et à ce titre, quand on commence à être diversifié, il s'agit de créer de l'efficacité patrimoniale, ce que j'appellerais un haut degré de vélocité. Pour expliquer cette définition-là, je vais prendre l'exemple de la vélocité de la monnaie, qui est simplement le ratio entre le PIB, la richesse créée par le pays, sur la masse d'argent disponible. Et si on assume que la masse d'argent disponible est fixe, plus le PIB va être élevé, plus ça va signifier qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant, une certaine vitalité au niveau du pays, puisque l'argent va passer d'une poche à l'autre, de particuliers à entreprises, d'achat, de vente, etc. Il se passe quelque chose d'assez intéressant dans le pays. Et à ce titre, c'est exactement ce que l'on recherche au niveau de notre stratégie patrimoniale. Si on peut faire en sorte que chaque dollar qu'on a pu mettre de côté puisse jouer plusieurs rôles en même temps, on va démultiplier notre stratégie patrimoniale. Et on va voir exactement comment est-ce qu'on peut le faire. Alors, il s'agit de créer ce qu'on appelle un système de cash flow qui soit efficace. Alors, pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. Donc, quand on se lève le matin, on va créer la valeur patrimoniale que j'appellerai cash creation. On se lève le matin et on va toucher un paycheck, ou bien on est entrepreneur et on va commencer à augmenter sa valeur de l'entreprise et on se lève le matin, on crée de la valeur et quand on va toucher notre paycheck, par exemple, on va le déposer dans une warehouse que j'appellerais cash warehousing, j'ai envie de dire. On va le mettre dans une warehouse et généralement, cette warehouse, alors mon stylo ne marche pas forcément bien, mais c'est pas grave, mais le cash warehousing qui est généralement matérialisé par une banque. On va avoir un paycheck, on va déposer automatiquement ou par un chèque directement à la banque. Et quand on a notre argent à la banque et qu'on se rend compte que oui, on peut avoir un petit peu de rendement en ce moment, mais qui ne permet pas de faire face à l'inflation, on va essayer de trouver des solutions patrimoniales qui nous permettent de pouvoir créer ce que j'appellerais cash flow creation et ainsi de trouver des solutions patrimoniales qui nous permettent de pouvoir faire face à l'inflation, que ce soit sur le marché financier, le marché immobilier, on a vu ça, hein, ownership, real estate, de trouver des solutions qui nous créent une augmentation de valeur, des intérêts, des dividendes, qui nous fait augmenter la valeur patrimoniale, de créer un cercle vertueux pour qu'un jour, le jour où on souhaite s'arrêter de travailler, notre patrimoine puisse prendre le relais pour s'assurer de garder notre style de vie pour le reste de notre vie. Et au-delà de ce système-là, on va avoir ce que j'appellerais cash protection, c'est de pouvoir s'assurer que notre système puisse fonctionner pour le reste de notre vie. C'est pour ça que c'est important de toujours revoir tout d'abord les trois risques majeurs de notre patrimoine qui sont une problématique de santé, une problématique de décès et une problématique de procès. Et si ça, c'est géré, on peut dire protégé, et ben notre système de cash flow va pouvoir fonctionner pour le reste de notre vie, quoi qu'il arrive. Et voici un petit peu le système le plus optimal possible. Et en termes d'optimisation, on commence stratégiquement parlant, et dites-moi si je me trompe, mais on commence stratégiquement à optimiser sa stratégie quand on a le cash à la banque et on se dit, bon, bah, c'est le moment de peut-être faire quelque chose sur cette partie-là. Mais il n'y a pas d'optimisation de la partie warehousing. Or, si on optimisait cette partie-là, on va pouvoir créer d'autant plus d'efficacité au niveau de ce patrimoine. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir créer sa propre banque familiale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va créer sa propre banque familiale avec brick and mortar, avec son nom dessus, mais c'est de pouvoir potentiellement trouver une classe d'actifs qui, elle, va nous permettre de store, de cash, de pouvoir le mettre dans une classe d'actifs qui va nous permettre de faire augmenter cette valeur de cash qu'on va mettre de côté, mais qui reste liquide pour pouvoir investir cet argent une deuxième fois dans d'autres classes actives, telles que l'immobilier, du financier, etc. Et ainsi de pouvoir maximiser le rendement que l'on a déjà au niveau du warehousing de notre argent.
Et parce que pour moi, il n'y a pas meilleure solution, enfin, en tout cas, il n'y a pas meilleure institution au monde qu'une banque dans la gestion opérationnelle de leur cash. Parce qu'en plus de pouvoir, par exemple, elle vous rémunère par exemple du 3-4%, prêter de l'argent à 7 à 8% à quelqu'un d'autre. Et en plus de cela, on a un système qu'on appelle de fractional banking, où pour chaque dollar de dépôt, la banque peut prêter 5, 10, 15 dollars derrière, et ainsi va démultiplier les rendements qu'elle va pouvoir générer. Et donc, pour moi, il n'y a pas meilleur système qu'une banque pour la gestion opérationnelle de ce cash. Donc, si on peut squeezer la banque, OK, on va considérer la banque pour 6 à 12 mois de dépenses de côté. On a un matelas de sécurité, la banque joue un rôle là-dessus, très bien. Mais au-delà de cela, de pouvoir créer notre fonds d'opportunité dans notre propre banque familiale qui va nous générer un rendement qui va nous permettre de faire plus face à l'inflation, mais qui va nous garder la liquidité pour faire d'autres choses derrière. Et ben, quels sont les cas actifs qui sont potentiellement viables? Faisons un point. On a fait l'analyse pour vous. Ça peut être par exemple l'immobilier. On met l'argent dans l'immobilier, on peut sortir cet argent, soit un refinancement, soit une HELOC, une Home Equity Line of Credit, ou faire un prêt. On peut faire ça dans un business. On crée notre business et sur la base de la valeur du business, de pouvoir accéder à des prêts. On peut avoir des actions. Par exemple, si on était amené à travailler ensemble sur le marché financier ensemble, eh ben, sur le compte d'investissement qu'on a ensemble, vous avez accès entre 50 et 80% de votre valeur de portefeuille en ligne de crédit accessible pour faire d'autres investissements derrière. On peut utiliser de l'épargne telle que les CDs. On peut avoir ce qu'on appelle de la cash value life insurance, des instruments d'assurance vie ici aux États-Unis, qui va créer de la valeur de l'épargne et également être couplé à une assurance décès, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer sur cette valeur-là pour accéder à des lignes de crédit pour utiliser son argent une deuxième fois. Ou ça peut être par exemple de l'or, de l'art ou même de la crypto nowadays, qui peut être mis en collatéral sur lesquels on peut accéder à la ligne de crédit également. Et ben, de toutes ces classes d'actifs, nous avons identifié la cash value life insurance comme l'instrument le plus optimal pour ce rôle de banque familiale. Alors pourquoi? Parce que la cash value life insurance va avoir 12 attributs qui vont jouer un rôle parfait pour jouer ce rôle de store du cash que l'on met de côté, squeezer la banque, d'avoir un rendement supérieur à ce que l'on peut avoir à la banque, et également de garder une certaine liquidité pour continuer à faire d'autres projets derrière, pendant que cet argent-là continue, lui, de vivre et de grandir pour le reste de notre vie, non attaché au marché financier immobilier. Faisons un point. Nous avons déjà, à travers cet instrument, à la fois une épargne, mais également une assurance d'essai. Donc, en plus d'avoir une épargne comme une assurance vie classique française, en plus de cela, on a une assurance d'essai. Et c'est parce qu'il y a une assurance d'essai qu'on va avoir un certain nombre d'avantages fiscaux. Mais en plus de cela, on a une cerise sur le gâteau. On aura un montant supplémentaire qui sera donné à nos bénéficiaires. Généralement, quand on est en phase d'accumulation, on essaye de mettre l'époux, l'épouse en tant que bénéficiaire. Et puis, quand on arrive à un certain âge, généralement, on va essayer de mettre la génération future ou d'autres bénéficiaires que l'on souhaite. On peut mettre n'importe qui. Et il y a beaucoup d'avantages fiscaux, même et surtout en cas de retour en France. On va faire un point ensemble. Mais on va garder, en tout cas, sur l'épargne, une liquidité et un contrôle de ce cash sur lequel, en plus de cela, on va avoir une croissance qui est garantie par contrat. Il n'y a aucune année négative, c'est extrêmement conservateur, c'est garanti d'augmenter pour le reste de notre vie. Pourquoi est-ce que ça va pouvoir augmenter? Parce que déjà, un, il y a des revenus garantis, mais en plus de cela, on a accès à des dividendes annuels qui sont, eux, non garantis, mais on va justement se focaliser sur des compagnies mutuelles d'assurance qui, en tant que mutualiste, quand on détient ce type d'instrument, on est owner de la compagnie et on va récupérer les profits de la compagnie. Et tous les dividendes qui ont été générés depuis 1860 ont toujours été supérieurs à la garantie, qui nous permet de pouvoir avoir des rendements qui nous permettent de faire face à l'inflation. On a 160 ans de data. Ça fait 160 ans que ça nous permet de faire face à l'inflation et on s'attend que dans les 160 prochaines années, ce soit toujours le cas. Il y a des avantages fiscaux. Dès qu'on met un dollar dedans, il n'y a plus jamais d'imposition pour le reste de notre vie, peu importe où on est dans le monde. On dépose un dollar dedans, à la fois sur l'augmentation de sa valeur et l'utilisation du cash, on va pouvoir le faire de manière défiscalisée, peu importe où on est dans le monde. Et c'est une des raisons pour laquelle, potentiellement, si on détient les contrats d'assurance vie, je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne le savez pas encore, c'est que si vous avez un contrat d'assurance vie français et que vous êtes résident fiscal américain, il y a deux types de choses que l'on peut mettre en France dans un contrat d'assurance vie. Des fonds euros, sur lesquels pas vraiment trop de problématiques fiscales. Mais deuxièmement, ça peut être des unités de compte. Et à ce titre, attention, ça peut être considéré comme du PFIC, Passive Foreign Investment Company, et la fiscalité est extrêmement punitive du côté américain. Vous allez potentiellement payer de la plus-value latente, en tout cas des intérêts, en tout cas de la taxation sur les plus-values latentes, entre l'augmentation de la valeur du contrat entre le 1er janvier et le 31 décembre, en prenant en considération le taux de change, et en plus au taux marginal du pays, aux États-Unis, qui est de 37% à l'heure actuelle, quel que soit votre taux marginal. Donc attention à cela. L'avantage de mettre en place ce contrat d'assurance vie américain, c'est que en cas, et surtout en cas de retour en France,
vous allez garder des avantages financiers, fiscaux et légaux qui annihilent potentiellement tout besoin d'assurance vie française, puisque ce serait redondant d'un point de vue fiscal et successoral. On a des limites élevées de contribution, c'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. On a de la protection contre d'éventuels créanciers et créditeurs dans la majorité des États. On a des options, telles que ce qu'on appelle le waiver of premium en cas d'invalidité. C'est la compagnie d'assurance qui va continuer à mettre de l'argent dedans. Et également, on peut faire face aux problématiques de soins dépendance, problématiques EHPAD en France, en cas de problématique EHPAD, même en cas de retour en France. Et surtout aux États-Unis, ça coûte très très cher. Tout ce qui est long-term care aux États-Unis, on parle d'un budget entre 11 et 14 000 dollars par mois en ce moment. Donc, c'est un besoin, en tout cas, de liquidité qu'on va avoir besoin, qu'on peut accéder son assurance décès avant de son décès pour payer cela et de laisser le patrimoine intact pour les bénéficiaires. Mais pour moi, ce qui est la chose peut-être la plus intéressante de ce type d'instrument en termes d'optimisation de vélocité patrimoniale, ce sont les trois derniers points. C'est que cet instrument est collatéralisable. On va pouvoir s'appuyer sur la valeur de l'épargne pour pouvoir utiliser son argent une deuxième fois. On a accès à des options avantageuses de prêt et également et surtout des options avantageuses de remboursement de prêt. Ce qui est juste demandé, c'est de ne repayer que les intérêts. Nous ne sommes jamais obligés de repayer le capital. Ça, c'est extrêmement intéressant. En phase d'accumulation, on va essayer généralement de le considérer un petit peu comme un mortgage, repayer un petit peu le capital et les intérêts. Mais quand on se retrouve en fin de vie et qu'on commence à taper dedans, en termes de taper la ligne de crédit attachée à l'instrument qui, lui, continue d'augmenter, et bien, cette ligne de crédit, on n'est pas du tout obligé de la rembourser. Et lors du décès, c'est l'assurance décès qui repayera d'abord le prêt et le reste passe tax-free à la génération future. C'est assez incroyable, puisqu'en fait, le style de vie va être financé par une promesse de la compagnie d'assurance, alors que généralement, quand on veut financer son style de vie, c'est sur, la sueur de notre front qu'on a pu mettre de l'argent de côté et sur l'augmentation de la valeur patrimoniale qu'on va vivre dessus. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vivre sur la promesse de l'assurance décès d'abord, qui va financer notre style de vie, qui va repayer le prêt que l'on a pu avoir durant notre vivant, et le reste passe tax-free à la génération future. Assez intéressant, c'est un petit peu pour moi quelque chose de magique qui se passe à ce moment-là. C'est un instrument qui va nous permettre d'avoir énormément d'impact en phase d'accumulation, en phase de retraite et en phase successorale. Peu importe où on est dans le monde. Quelque chose à considérer quand on est ici aux États-Unis pour créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Donc, si on ne fait rien d'autre de positionner cet instrument, qu'est-ce qu'on a? On a un actif avec un taux de rendement qui est plutôt attractif, qui nous permet de faire face à l'inflation. Ce n'est pas, attention, un rendement attendu de marché. Ce n'est pas du 15-20% espéré que l'on va essayer d'avoir. C'est un rendement qui nous permet de faire face à l'inflation. Avec une croissance ininterrompue, exponentielle. C'est comme si vous avez un hamster dans sa roue qui fait augmenter la taille de la roue pour le reste de votre vie. Ça va continuer d'augmenter pour le reste de votre vie et vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus pour pouvoir générer plus de rendement sur d'autres classes d'actifs pendant que cet argent continue de grandir pour le reste de votre vie. Voilà comment ça. Je reviens au graphique initial que j'ai fait. On a de l'épargne, on le met directement dans le bien immobilier parce que, évidemment, une des manières optimales d'investir, par exemple, dans l'immobilier, je vous donne un exemple, mais si vous faites 20% d'apport dans un bien immobilier et que vous mettez directement le cash en apport, et bien maintenant, ce cash va être bloqué dans le bien immobilier. Il va jouer un seul rôle, c'est d'être dans le bien immobilier. Or, si vous avez l'opportunité de déposer cet argent dans une life insurance, cash value life insurance, sur lequel vous allez pouvoir accéder à des facilités de crédit grâce au nantissement. Imaginez que vous avez 100 000 dollars de cash value life insurance. Vous pouvez accéder à 100 000 dollars qui n'interrompt pas les 100 000 dollars qui vont continuer à grandir. On vous met à disposition 100 000 dollars que vous allez pouvoir mettre en apport du bien immobilier. Donc, si vous avez un bien immobilier qui fait 500 000 dollars, vous mettez ces 100 000 dollars d'apport grâce à la ligne de crédit et les autres 400 000 peuvent être liés au prêt immobilier. C'est-à-dire que 100% du bien immobilier maintenant a été financé. C'est 100% de l'argent de quelqu'un d'autre qui travaille pour la création de votre valeur patrimoniale. Vous créez un haut degré de vélocité patrimoniale. Deux rendements pour le prix d'un, c'est exactement ce que l'on recherche. Et ça peut être un exemple de l'immobilier, mais ça peut être dans son propre entreprise, d'autres opportunités d'investissement, payer l'éducation des enfants. On peut faire ce que l'on veut, on crée un haut degré de vélocité patrimoniale de cette manière-là. Et évidemment, on bénéficie de ce compounding effect qui est représenté par la ligne verte. Et donc, c'est quelque chose qui est ininterrompu et qui va continuer à créer de la valeur patrimoniale pour le reste de notre vie, pendant qu'on va utiliser cette liquidité, et ce qui fait qu'on est également en position de force. On va y venir également. C'est le besoin stratégique de détenir à la fois des actifs défensifs et de croissance, et on va y revenir dessus. Mais au moins, je souhaitais mettre en exergue déjà la capacité à pouvoir créer un haut degré de vélocité. On passe au dernier point de cette question, qui sont les instruments financiers. J'en mets deux en exergue, qui sont des contrats, ce qu'on appelle d'annuities.
attention à l'ULI, ça veut un peu tout dire. Il y a des différents types de contrats. Ce n'est plus ce que c'était il y a 10 ans. Ces contrats ont beaucoup évolué. Par exemple, la Capital Annuity, c'est pour les gens qui ont par exemple moins de 55 ans, qui ont un ancien 401K, ils sont par exemple partis des États-Unis et qui veulent, qui savent pas trop encore faire. Bah, l'idée, c'est de pouvoir le transférer vers un IRA, ou vous partez de votre employeur, vous pouvez le transférer vers un IRA, et au sein d'un IRA, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, et notamment, si vous avez moins de 55 ans, ça peut avoir du sens de considérer cet instrument qu'on appelle un Capital Annuity. Qu'est-ce que ça s'appelle un capital annuity? C'est un instrument qui nous permet de maximiser le rendement. Comment ça fonctionne? Vous allez être sur un contrat qui va vous permettre d'être lié au marché américain. Exemple, le S&P 500. Ça va être sur 6 ans. Donc, si vous avez moins de 55 ans, de toute manière, l'idée, c'est pas de sortir de ce type d'instrument avant 59 ans et demi, puisque vous êtes au sein du 401k/IRA. Et à ce titre, si vous sortez avant 59 ans et demi, vous avez 10% de pénalité en plus de payer les impôts. Donc, généralement, l'idée, c'est de rester dedans jusqu'à un minimum 59 ans et demi. Donc, vous pouvez vous permettre de rester au minimum 6 ans dans ce type d'instrument. Donc, on est à 100% sur le S&P 500 sur 6 ans. Et à l'issue des 6 ans, on va avoir un niveau de protection que l'on peut choisir. Ça peut être par exemple moins 10%, ça peut être moins 20%, ou ça peut être par exemple même 100% sécurisé. On peut se dire on ne peut rien perdre entre maintenant et les 6 prochaines années. Évidemment, plus on va prendre de sécurité, moins on aura de potentiel de rendement. À moins 10%, ça signifie que si à l'issue des 6 ans, le marché a perdu 9, on n'a rien perdu. S'il a perdu 11, on n'a perdu que 1. S'il a perdu 22, on a perdu 12. Les 10 premiers pourcents seraient protégés en cas de baisse. Il faut savoir que sur 6 ans, le S&P 500 n'a jamais perdu plus de 20% en 6 ans. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Est-ce que ça peut arriver à l'avenir? Oui. Est-ce que c'est probable? Non. Moins 10% est déjà un bon niveau de sécurité. À l'inverse, si le marché est en hausse, on va pouvoir profiter d'un effet de levier qui est par exemple de 135%. Donc, si le marché a pris 10%, on est crédité 13,5. Il a pris 100, on prend 135. Il a pris 200, on prend 270. On a un bonus supplémentaire de 35% de l'augmentation des marchés. Certains contrats sont avec 0% de frais, absolument zéro frais. Vous allez vous retrouver avec un contrat sur lequel vous êtes 100% agressif et vous permet d'être agressif parce que vous avez un niveau de protection 4 baisse. Au lieu de faire appel à la diversification du portefeuille, on va avoir des actifs un peu moins risqués, etc., qu'on a vu avant en termes de diversification. Et bien cette fois-ci, on peut se permettre d'être 100% agressif puisqu'il y a une compagnie d'assurance qui vous protège contre le downside et ce qui vous permet d'être confortable avec l'agressivité de votre portefeuille puisque vous avez la protection en cas de baisse. Et donc, on peut se permettre d'être 100% agressif, donc 100% de potentiel d'augmentation, avec des coefficients multiplicateurs et en plus avec le potentiel de réduire les frais, quasiment jusqu'à zéro. Il existe deux types de choses. On peut des fois choisir de payer zéro frais avec un coefficient multiplicateur, par exemple, de 1,15. Mais si on choisit, par exemple, de payer 1,25 de frais, ça nous permet d'avoir un rendement de 1,35 fois. Donc, le fait de payer un frais nous permet d'avoir un coefficient multiplicateur d'autant plus élevé. Donc, soit on se dit, je veux réduire les frais et j'ai un coefficient multiplicateur qui est correct, ou bien je veux vraiment booster le potentiel et ainsi on est confortable de choisir de payer un frais et ainsi d'avoir un coefficient multiplicateur qui est démultiplié. Et j'ai mis en bas à droite un petit peu le Sharpe Ratio. Quel est-il? Qu'est-ce que ça signifie que le Sharpe Ratio? C'est ce qu'on appelle le ratio entre le taux de rendement attendu par le portefeuille moins le risk rate sur la volatilité, sur le risque pris. Ce que l'on souhaite accomplir quand on va investir sur les marchés notamment, c'est de pouvoir maximiser le rendement par unité de risque. Et un des avantages de ce type d'instrument-là, c'est qu'on va pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être plus risqué dans notre prise de risque parce qu'on est 100% agressif, mais en plus, on va réduire le risque puisqu'on a de la protection en cas de baisse. C'est exactement ce qu'on recherche. Et en plus, on réduit les frais également. On a gagné. Donc, ça justifie en tout cas d'envisager potentiellement ce type d'instrument-là quand on a généralement moins de 55 ans. Quand on commence à avoir 55 ans, on peut continuer d'envisager celui-là qu'on a vu dans une perspective d'augmentation de l'augmentation de la valeur de cela, ou bien on peut commencer à utiliser ce qu'on appelle des income annuity. Il y en a qui sont variables, il y en a qui sont fixes, etc. Je vais vous donner l'exemple d'un fixe income annuity qui existe en ce moment, qui est extrêmement sexy. Et pourquoi est-ce que c'est sexy en ce moment? Parce que les taux d'intérêt sont élevés. Il se passe quelque chose en ce moment. C'est dans toute ma carrière, maintenant qui est quoi, 12-13 ans de carrière, on n'a jamais vu ça puisque les taux d'intérêt ont été très bas pendant cette période. On a été spoiled, hein, notamment sur l'immobilier, etc., à des taux extrêmement intéressants. Maintenant que les taux d'intérêt sont élevés, ce type d'instrument bénéficie d'un boost qu'on n'a jamais vu dans le passé. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous aviez 55 ans et vous déposez 1 million de dollars. Peu importe, ça peut être 100 000, 50 000, peu importe. Je donne 1 million pour que ce soit le plus rond possible. Vous déposez, vous avez ça dans un 401k. Pouf, vous le transférez dans un IRA. Et au sein de cet IRA, vous y déposez dans ce qu'on appelle un fixed income annuity.
il y aura deux valeurs du contrat. La valeur réelle de ce million de dollars que vous avez mis dedans qui va être investi lié au marché financier. Il y aura des frais liés à cela. Il y aura de la hausse et de la baisse liée à votre investissement. Et en parallèle, il va y avoir une valeur sur laquelle cette valeur-là va être une valeur d'augmentation minimale garantie, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour avoir des revenus garantis pour le reste de votre vie. Le jour où vous souhaitez tourner le capital que vous avez positionné en un revenu garanti à vie. Vous allez toujours avoir accès et contrôle à votre cash sur la valeur réelle, qui sera également la valeur en cas de décès, mais également en cas de, si vous souhaitez arrêter le contrat, vous avez toujours accès à ce cash-là. Mais la valeur sur laquelle va être calculé votre revenu à vie sera le meilleur entre ce qu'a fait le marché ou les valeurs de garantie que je vais vous montrer. Alors, ce qui va se passer, c'est que tout de suite, sur cette valeur de garantie, donc en parallèle, vous avez la valeur de garantie, donc c'est la valeur réelle, qui va être liée au marché et qui va augmenter et baisser, liée à l'augmentation de la valeur du marché, et vous avez une valeur de, on va dire, de garantie sur la base sur laquelle on va pouvoir s'appuyer au minimum pour avoir des revenus garantis. Tout de suite, quand vous déposez votre million, ils vont vous donner 30% d'augmentation tout de suite. Vous avez tout de suite 1,3 million. Et après cela, chaque année que vous attendez, ils vont faire augmenter cette valeur-là de 8% garantie compounded. Compounded. Donc ça veut dire que les 1,3 million vont prendre 8%. Cette nouvelle valeur va de nouveau reprendre 8%, qui, cette nouvelle valeur, va reprendre 8%, et ça jusqu'à 10 années. Basé sur là-dessus, imaginez que maintenant, 10 années plus tard, à 65 ans, cette valeur-là qui a compoundé, qui a augmenté de manière exponentielle, maintenant, vous allez pouvoir générer à peu près, je crois que les taux sont entre 4,8 et 5% de cette valeur-là pour le reste de notre vie. Je n'ai pas fait les maths. J'aurais dû, ça aurait été sympa. Mais imaginons que cette valeur-là soit exemple de 4 millions de dollars. Ben, 4 millions de dollars à 5%, ça nous fait 200 000 dollars de revenus garantis à vie pour le reste de notre vie. J'ai donné un exemple, il faudrait faire les maths, mais ça, c'est le minimum garanti qui vous est donné. Gardez ça en tête. 30% day one. Et chaque année que vous attendez, vous prenez 8% de cette augmentation compounded. Et basé là-dessus, vous prenez à peu près du 4,85% de revenus garantis à vie. On n'a jamais vu ça en termes de revenus garantis. Ça peut vraiment changer la vie de pouvoir, sur les actifs qui sont dédiés à la retraite, 401K, de transférer ça dans un IRA, de pouvoir avoir ce revenu garanti à vie. Parce que de toute manière, c'est ce qu'on considère d'un point de vue successoral, ce sont des dollars qu'on appelle des bad dollars en termes de succession. Parce que si vous étiez amené à décéder avec de l'argent dans un compte de retraite américain de type 401K ou IRA, ça se donne de manière illimitée à l'époux, à l'épouse qui va également pouvoir en profiter. Mais si cet argent-là passe à la génération future, à l'époque, on pouvait ce qu'on appelle stretch cela sur l'espérance de vie du bénéficiaire. Cette fois-ci, maintenant, depuis quelques années, vous n'avez que 10 ans pour sortir cet argent-là. Et imaginez que le bénéficiaire a 50 ans, qu'il est au pic de sa carrière et qu'il doit tous les ans, par exemple, sortir de l'argent qui est taxable sur le revenu au pic de sa carrière. Donc, le déferrement fiscal réalisé n'aura joué aucun rôle, puisque la personne va ressortir l'argent à son taux marginal supérieur. Et en plus, l'idée, c'est que quand on a un IRA, c'est de gagner le déferrement fiscal et ainsi de ne sortir qu'un tout petit peu d'argent chaque année pour ne pas se retrouver dans un taxable margin très élevé, pour gagner le pari de gain fiscal. Parce que si on défère à 37% et que maintenant on sort et qu'on paye que 15%, on aura gagné notre déferlement fiscal. Et à ce titre, ça veut dire qu'il ne faudrait pas sortir un gros montant d'un coup, il faudrait sortir qu'un tout petit peu d'argent tous les ans. Et à ce titre, pourquoi ne pas mettre des garanties dessus? Parce que de toute manière, l'idée, c'est de sortir qu'un petit peu d'argent tous les ans. C'est exactement ce que ce contrat d'annuité va faire, c'est de mettre des garanties là-dessus pour le reste de votre vie. Parce que même si la valeur de votre compte tombe à zéro, eh ben, ces 200 000 dollars, tant que vous êtes en vie, continuent à tomber tant que vous êtes en vie. Vous avez 90, 100, 110, 115, 120 ans, ça continue à tomber quel que soit votre âge pour le reste de votre vie, quelle que soit la valeur du compte. Ça vous permet de gérer ce risque de longévité, en plus du risque de marché, etc. Et c'est dans la stratégie qu'on appelle de flooring. Je vous invite dans ce cas-là à revoir les webinaires à travers French Morning sur les retraites, où on parle évidemment de stratégie de retraite, que ce soit poverty-based, flooring et bucketing. Mais je vous invite à avoir d'autres webinaires ou de nous appeler directement pour explorer ces options. Question numéro 3, on va passer assez rapidement. Est-ce que, Romain, est-ce qu'on a potentiellement des questions dans ce cadre-là? Dis-moi un petit peu où on en est. Ouais, on a Myriam qui nous demande quels sont les exemples de fixed income annuities.
Alors, je viens de donner un exemple. Après, je peux vous donner le nom de compagnies. Ce sont des compagnies d'assurance. Alors, ça peut être par exemple Nationwide, euh, Jackson, Lincoln, Bright House, Guardian, etc. Il existe beaucoup de compagnies et nous avons une veille concurrentielle parce que ces chiffres que je vous donne peuvent changer chaque semaine. Et donc, il s'agit de voir quelles sont les meilleures, on va dire, compagnies d'assurance en termes de produits à l'instant T qui puissent maximiser cela. Là, ce que je vous ai dit en termes de booster, on n'a jamais vu ça avant. On espère que ça va continuer à rester élevé parce que, il s'agit d'en profiter en ce moment si on a l'opportunité de le faire. Il y a une window en ce moment qui est assez intéressante. Ce serait dommage de se retrouver dans une baisse des taux et la baisse potentiellement de ces garanties qui sont, elles, quand vous avez loqué le contrat, c'est maintenant garanti pour le reste de votre vie. Donc, excellente question. Parfait. On peut Très bien. continuer. On va continuer avec la question 3 qui sera assez rapide. Comment être stratégiquement proactif lors d'une baisse des marchés? Eh bien, l'idée, c'est d'être, non pas que maintenant, mais pour le reste de votre vie en position de force. Et comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Eh bien, c'est d'être un petit peu, on va dire, de planifier différemment que l'Américain moyen. Hein, de base, déjà, il faut savoir que 60% de la population américaine a moins de 25 000 dollars de côté, dont 50% de la population qui ne pourrait pas faire face à une dépense imprévue de 400 dollars. Voilà, bienvenue aux États-Unis déjà. Et entre 60 et 85% de la population, l'Américain moyen, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un bien immobilier, il va essayer de repayer le prêt le plus rapidement possible, il va maxer son 401k. Et on va se retrouver dans les actifs de croissance en permanence. Et si maintenant il arrive proche de la zone la plus dangereuse de la planification financière, qui sont les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, et imaginons qu'il y a un crash du marché financier immobilier, qu'on est complètement investi à l'instant T, et qu'on pouf, on perd 30 à 40% de sa valeur patrimoniale, alors que c'était l'objet que dans les années ou semaines à venir, on souhaitait maintenant générer du revenu pour le reste de notre vie et d'avoir cette stabilité pour le reste de notre vie, et qu'on prenne une claque importante, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on doit attendre. Déjà, deuxièmement, est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on a encore la possibilité d'être employé? Est-ce qu'on veut être encore employé à 67 ans? Et est-ce qu'on a encore la vitalité pour pouvoir le faire et être employable? Millions d'Américains se sont retrouvés dans une difficulté énorme en 2007-2008 de par cela, parce qu'ils se sont retrouvés proches de la retraite et en difficulté. Sachez que, un, vous ne devriez jamais être dans cette position-là et que notre clientèle ne se retrouvera jamais dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que notre clientèle va se retrouver toujours et pour le reste de leur vie en position de force. Et comment est-ce qu'on va le faire? C'est parce qu'on va avoir le bon ratio entre des actifs défensifs et des actifs de croissance. Et qu'on ne peut pas gagner comme une équipe de foot avec que des défenseurs et que des attaquants. Il faudra trouver le bon juste milieu entre avoir des actifs défensifs et des actifs de croissance. Pour les actifs défensifs, il s'agit donc d'avoir 6 à 12 mois du cash à la banque, pas trop, parce que sinon, deux problématiques, l'inflation, et deuxièmement, quand on a du cash à la banque, qui gagne de l'argent sur notre dos? C'est la banque, on va la squeezer un maximum. Donc, on va avoir évidemment nos liquidités, très bien, actifs défensifs, mais on va pouvoir positionner dessus cette fameuse cash value life insurance. Il existe différents types, attention, il faut être très particulier là-dessus, on est spécialisé là-dedans, mais on va avoir des actifs défensifs, c'est la fondation solide. C'est votre propre banque familiale que vous êtes en train de mettre en place, c'est votre fonds d'opportunité. Et au-dessus, on va avoir nos actifs de croissance ici, avec par exemple l'immobilier, et des solutions patrimoniales ici, telles que par exemple un managed account, un compte diversifié. On peut avoir évidemment le private credit qu'on a discuté et également potentiellement des structured notes. On n'a pas discuté aujourd'hui, on ne va pas passer trop de temps, mais qui sont des instruments qui nous permettent de réduire le risque et maximiser le rendement au sein de la stratégie. On aura cette diversification. Donc l'idée, c'est d'avoir en effet être sur les actifs de croissance en permanence. On va être diversifié, on va être actif, on aura la liquidité, la protection, des boosters de rendement, euh, on va avoir donc, la situation où on est à la hausse, mais en parallèle, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à faire face de la volatilité sur les marchés financiers et immobiliers. Parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais sur cette phase des classes d'actifs, des classes d'actifs de croissance, on va gagner sur le long terme. C'est une question de temps. Mais il y a des hauts et des bas. Et il s'agit de pouvoir tirer également avantage d'opportunités d'investissement. Romain, qui toi est sur Miami, tu te rends compte que si tu étais peut-être plus âgé à l'époque, parce qu'en 2008, on était peut-être un petit peu jeune, mais si nous avions beaucoup de cash, de liquidité en 2007-2008 à Miami, et qu'on ait encore le bien immobilier aujourd'hui, c'est quoi? C'est peut-être du x7, x8, x10 sur le marché depuis. C'est Facile, ouais. absolument. Mais on ne peut Ouais. que tirer avantage de cela si on a des actifs défensifs, parce que les actifs qui sont eux de croissance ont également plongé à ce moment-là. Et donc l'idée, c'est d'avoir
hein, pour notre clientèle texane qui nous regarde, ce gun qui est chargé, prêt à être dégainé et tirer avantage d'opportunité. Voilà comment on va faire. Et lorsque l'on va, alors là, je vais introduire juste le concept de dollar cost averaging, mais quand on a ces opportunités-là, personne ne sait quand on est au plus bas. Vous n'en savez rien, je n'en sais rien, mais nous, en tant que conseil financier, nous suivons, nous monitorons un certain nombre d'indicateurs qu'on appelle les current et lag indicators. On a déjà vu une vingtaine au départ de notre webinaire, mais quand on est en forte phase de volatilité à la baisse, on va en monitorer certains qui va nous donner un petit peu l'impulsion de nous repositionner à l'achat. Et c'est à ce moment-là qu'on met en place cette stratégie de dollar cost averaging. On aura la moyenne de ces mois-là et on sera très bien positionné au niveau de cette moyenne pour tirer avantage du rebond qui va suivre. Et c'est là où on met en place une stratégie de dollar cost averaging. Au lieu de mettre de l'argent d'un coup, on mettrait sur la moyenne de ces mois-là et on sera très bien positionné pour le rebond qui suivra derrière. Alexandre, Dis-moi. avant d'enchaîner, euh, est-ce qu'il y a des minimums d'argent pour travailler avec toi? Alors, avec USA France dans sa globalité, dans toute la valeur ajoutée qu'on va vous apporter, la réponse est non. Peu importe. On n'est pas là pour juger votre situation actuelle, on est là pour identifier qui vous êtes, où est-ce que vous en êtes et vous donner les solutions les plus adaptées à votre situation. Sur la partie investissement, on va avoir certains minimums, mais qui sont très bas. Et au pire, si vous n'avez pas assez d'argent sur la partie des investissements, si on est trop bas, ça veut dire que vous avez d'autres opportunités, d'autres besoins patrimoniaux d'abord à prendre en considération, tels que les actifs défensifs, avant qu'on puisse commencer à parler de la manière des actifs de croissance de toute manière. Donc, n'hésitez pas à reach out. On est là pour aider l'ensemble de la communauté, de la communauté française, quel que soit votre patrimoine. Donc, l'idée, c'est que les gens te contactent et toi, tu fais un bilan avec eux, c'est ça? Absolument. L'idée, c'est de faire un point. Quelles sont vos attentes, ce qui vous tient à cœur, les détails de votre situation financière. Ça nous prend généralement, nous, une semaine ou deux pour faire notre analyse. Et on revient vers vous avec voilà, des solutions adaptées, ad hoc à votre situation, pour vous aider à réussir votre rêve américain, tout simplement. Merci. Tiens. Euh, alors, comment entrer en contact avec vous? Euh, le QR Bon, code en bas à gauche de l'écran? oui, absolument. Et puis, bon, j'aurai mon email et mon numéro de téléphone portable à la fin de la présentation. Mais n'hésitez pas à me contacter sur mon téléphone portable, mon adresse email, mon calendrier directement. Vous avez le QR code ici. N'hésitez pas. Ce sera avec un plaisir de pouvoir faire un point. Vous Finissons. scannez juste vous scannez juste le QR code en bas à gauche avec votre appareil mobile et vous avez rendez-vous, vous avez un accès direct à l'agenda d'Alexandre en fait. Ouais. Mes Donc premières disponibilités seront la semaine, je crois, du 8 avril, hein. Donc voilà. voilà. Très bien. On finit. Et puis après, on prend encore vos questions avec grand plaisir. En quelques mots pour finir notre discussion d'aujourd'hui. Donc, comment réduire l'impact fiscal au sein de votre Ah, portefeuille? Oui, désolé, Alexandre, je suis désolé. Il y a Simon qui demande, vas-y. est-ce que c'est utile d'investir dans une cash value life insurance si on envisage un retour en France d'ici 5 ans? Alors, ça va dépendre évidemment de votre situation globale, hein. Mais est-ce que c'est intéressant de l'envisager? La réponse est oui. Parce que ça va squeezer l'intérêt, par exemple, de détenir l'assurance vie française à terme. Puisque l'assurance vie américaine, de par l'impact que ça va pouvoir avoir d'un point de vue de l'optimisation des liquidités, sur tout l'impact sur l'aspect d'accumulation, de vélocité patrimoniale, d'avoir les bons ratios entre la possibilité de pouvoir tirer avantage d'opportunités ou de les saisir quand elles arrivent, en phase de retraite, de démultiplier les revenus de retraite. Je ne l'ai pas encore parlé, mais quand on a à peu près 20-25% de son patrimoine en épargne Wally, au cash value life insurance, on va pouvoir démultiplier entre 40 et 60% d'augmentation des revenus de retraite. N'hésitez pas à suivre le webinaire sur les retraites sur French Morning. Vous pouvez revoir les replays. On peut se permettre de pouvoir faire ça, peu importe où on habite dans le monde plus tard. Et d'un point de vue successoral, l'assurance décès est défiscalisée à la fois aux États-Unis et même en France. Donc, dans toute votre vie, vous allez pouvoir mettre cet instrument en place. Vous pouvez continuer à contribuer, vous arrêtez de contribuer quand vous êtes en France. Donc, il y a beaucoup de flexibilité sur l'instrument qui peut être créé là-dedans. Et donc, c'est en effet quelque chose à envisager. Est-ce que c'est le bon instrument pour vous? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est quelque chose que l'on peut envisager. Et si c'est le cas, ben, on va vous aider à construire, en tout cas, de mettre les bons montants qui seraient adaptés à votre situation. Merci Parfait. Romain. Donc finissons là-dessus. En termes de réduction de l'impact fiscal, on a plusieurs solutions. Déjà, on peut choisir des comptes qui sont fiscalement avantageux. Les premiers que vous voyez à l'écran sont ceux liés à la retraite, le 401k, l'IRA, le Roth 401k, le Roth IRA, les SEP, les Simple IRA. Ça nous permet d'être liés à la retraite. On a des plans liés à l'éducation, les 529 Plan, et puis également liés à la santé.
HSA, FSA. Il faut savoir que le HSA et FSA sont les comptes les plus fiscalement intéressants. C'est de l'argent qui est déjà déduit d'un point de vue fiscal. Ça peut être déféré dans le temps et lorsque vous allez sortir l'argent, si vous pouvez justifier de dépenses de santé, peut être sorti de manière défiscalisée également. C'est le triptyque tax déduction, tax deferral, tax-free access. Donc, à des instruments potentiellement à considérer, en tout cas dans votre stratégie. Deuxièmement, c'est de détenir des instruments fiscalement avantageux, par exemple des obligations municipales, on en a discuté, ou des assurances vie permanente de type casual life insurance, où dès que vous mettez $1 dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité. Sur les obligations municipales, c'est tax-free au niveau fédéral, mais ça peut être également tax-free au niveau étatique si vous avez des obligations municipales dans le même état dans lequel vous vivez. Donc, évidemment, ça peut être planifié de manière optimale de ce côté-là. Troisième point, on peut optimiser le positionnement des actifs au sein de ces comptes. Donc, imaginez que vous avez un compte classique et un compte de retraite. Dans un compte de retraite, vous avez un déferrement fiscal. Donc, imaginez que vous souhaitez gérer la gestion du risque au sein du portefeuille. Généralement, une des manières de le faire, c'est de mettre de l'obligataire. Quand on a de l'obligataire, ça veut dire qu'on a des coupons qui vont tomber, qui sont normalement, dans un compte classique, ils sont fiscalisables sur le revenu. C'est la fiscalité la moins attractive. Donc, si on a une diversification globale et qu'on a un certain pourcentage de sa stratégie globale en obligataire, pourquoi ne pas le détenir au sein du 401k ou de l'AME, puisqu'on aura un déferlement fiscal et ainsi détenir la partie equity, la partie action sur laquelle, si on ne vend pas, on aura également un déferlement fiscal. Et donc, il s'agit de pouvoir positionner les actifs de la manière la plus optimale possible pour réduire l'impact fiscal de votre stratégie. Et enfin, l'idée, c'est de bénéficier de techniques proactives au sein du portefeuille. De manière réactive, un conseil financier classique va se dire, ah on est en fin d'année, on a des moins-values latentes, on a des plus-values réalisées. Donc, si je réalise les moins-values, je vais pouvoir offsetter les plus-values et ainsi réduire l'impact fiscal. La réponse est oui, c'est bien, mais c'est préhistorique. Maintenant, de nos jours, on utilise l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle permet de réduire l'impact fiscal avant qu'il se matérialise. Exemple, il y en a plusieurs que vous voyez à l'écran, mais exemple, si on est dans une journée négative, l'intelligence artificielle va vendre quelques positions et de réaliser du short-term loss qui, lors de rebalancement, offsettera une plus-value qui a été réalisée. Et ça se fait de manière proactive, de manière journalière. Et donc, à la fin de l'année, pour un portefeuille identique, il y a un portefeuille qui va générer beaucoup plus d'impact fiscal que l'autre parce que celui-ci a été proactif dans l'impact fiscal. Donc, évidemment, il y a des manières de pouvoir réduire l'impact fiscal de la manière dans laquelle on investit ici aux États-Unis. Et ça, c'est encore une picture assez basique. Il y a encore d'autres manières, notamment si vous faites des plus-values immobilières, il y a des manières de pouvoir déférer l'impact fiscal dans le temps, etc. Nous avons accès à toutes ces solutions également pour vous. Dernièrement, Allez. Je conclue là-dessus. Vas-y, Romain, dis-moi. On a Bertrand qui avait levé la main. Dis-moi. Si jamais vous voulez prendre la parole, je peux vous donner la parole, Bertrand. Et on a un auditeur anonyme qui nous a posé une question qui nous dit quand on rentre de l'argent aux États-Unis, alors je ne sais pas exactement ce que veut dire par rentrer de l'argent aux États-Unis, quelles sont les taxes à payer? Euh, Est-ce que tu as une idée Je de... pense, je pense que l'idée, c'est de se dire si on transfère de l'argent entre la France et les États-Unis. Je pense que c'est ça, faire rentrer de l'argent d'un pays à l'autre. Donc, je pense. Alors, je vais répondre à deux questions. Si c'est un transfert d'argent international, il n'y a pas d'implication fiscale. Il y aurait potentiellement des implications, on va dire, qui seraient d'asset money laundering, c'est-à-dire que de justifier potentiellement d'où vient de la provenance de l'argent pour que ce ne soit pas de l'argent qui vienne de sources de contrefaçon ou autre, hein, de blanchiment d'argent, mais il n'y a pas de fiscalité de transfert d'argent international. Si nous avons des rentrées de revenus aux États-Unis, évidemment, il y a de l'imposition sur le revenu qui est également marginale, de la même manière qu'on a de l'imposition marginale du côté français. Je pense avoir répondu à la question, en tout cas des deux manières, Romain, afin de clarifier. Parfait. Très Parfait, parfait. On peut continuer. Voilà, et je vais finir, c'est la dernière slide. Donc, l'idée, quand on est investi sur les marchés financiers, c'est de pouvoir être le plus proactif possible, de réduire l'impact fiscal et de maximiser le rendement. Voilà comment on va pouvoir le faire. Premièrement, c'est d'avoir une diversification de classes actifs. La majorité du rendement vient de la diversification choisie. Deuxièmement, c'est de pouvoir bénéficier d'un conseil financier qui va permettre de réduire les prises de décision émotionnelles et de mettre en place des stratégies qui permettent de réduire l'impact fiscal. C'est important. Troisièmement, c'est d'utiliser des instruments, par exemple des options, des capital release, des structure notes, des instruments qui permettent de réduire le risque et de maximiser le rendement. Ce que l'on perd généralement potentiellement, c'est la liquidité. Mais si nous détenons
à la fois de la diversification dans un compte qui est lui liquide et qu'on perd cela avec des instruments qui ont un tout petit peu moins de liquidité, mais on est confortable de ne pas avoir la liquidité pour réduire le risque et maximiser le rendement et en plus réduire les frais, et bien la combinaison des deux fait qu'on sera exactement ce qu'on souhaite être en termes de gestion du risque et maximisation du rendement. Le point numéro D, c'est de pouvoir, et on l'a vu ensemble, d'avoir une stratégie à deux vitesses, d'avoir des actifs défensifs et des actifs de croissance. Oui, le taux de rendement sur un actif défensif, c'est moindre que sur un actif de croissance. Mais comme vous allez pouvoir l'utiliser à des moments opportuns pour pouvoir, à des actifs qui ont perdu 30 à 40% de valeur et vous allez pouvoir vous positionner à ce moment-là, dans la stratégie globale, en étant proactif dans cette prise de décision, vous allez générer plus de rendement, prendre moins de risques. C'est exactement ce que l'on recherche. Et dernièrement, c'est que gardons en tête que l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'avoir son indépendance financière, garder son style de vie, avoir un impact autour de nous, de notre famille, de notre communauté, de pouvoir avoir un impact sur ce monde. Et donc, à ce titre, il faut ici prendre en considération que ce n'est pas juste générer du rendement for the sake of générer du rendement, mais ça va s'inscrire au sein d'une stratégie patrimoniale qui, dans les stratégies de retraite, vont être ces trois stratégies qui sont le flooring, le bucketing et le probability based. Et là, je pense que je vous introduis en fait à soit revoir des webinaires sur French Morning ou bien d'attendre un prochain webinaire que l'on va pouvoir avoir ensemble, puisque je suis sûr qu'on va en avoir un bientôt, Romain. On va parler de tout ça. Mais c'est très important de pouvoir vous orchestrer déjà dès maintenant dans votre prise de décision patrimoniale dans une perspective également future d'optimisation de vos revenus de retraite. Et c'est pas juste plus. Ce qui est très important, et je ne vais pas élaborer énormément dessus aujourd'hui parce qu'on va le faire lors de notre webinaire, mais plus d'argent ne signifie pas forcément plus de revenus. L'orchestration optimale de stratégie patrimoniale va avoir beaucoup plus d'impact que juste avoir un capital d'argent supérieur à moindre. Parce que si on est orchestré de la manière plus optimale, on peut potentiellement générer plus d'argent avec moins de capital si on est orchestré de manière optimale. Et ça, je vous invite à regarder ces prochains webinaires sur French Morning sur la base des retraites. Parfait. Voilà, voici mon Euh, code et mes coordonnées. voilà, à nouveau. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, il faut les poser maintenant. Je vois qu'on a encore pas mal de gens connectés. Si vous êtes encore avec nous, Adrien, Alvin, Anne-Gaëlle, n'hésitez pas. Alors, on a un auditeur anonyme qui nous dit, est-ce que les revenus des investissements mobiliers, intérêts et dividendes sont taxables aux États-Unis ou en France pour les résidents français détenant aussi un passeport américain? Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, vous serez taxé dans les deux côtés. Donc, d'abord, comme c'est les États-Unis, ce sera le fisc américain qui va dire, bah, toc, 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 vous avez des intérêts, des dividendes, vous me devez X. Et comme vous êtes résident fiscal français également, vous allez devoir déclarer ces revenus-là et devoir payer de l'impôt dessus, mais vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt en France de ce que vous avez déjà payé aux États-Unis. Donc, grâce à la convention bilatérale, il n'y a pas de double imposition, mais gardez en tête que vous allez payer, d'un point de vue mathématique, le maximum de l'un ou de l'autre. S'il y a un reliquat à payer du côté français, vous allez payer sur le reliquat du côté français. Parfait. On a une question sur LinkedIn. À partir de quel âge faut-il ouvrir un Wally? Alors, il n'y a pas vraiment de minimum. Il y a un maximum qui est, je crois, 81 ans. Moi, par exemple, j'ai des Wallis sur mes enfants. J'ai trois enfants au bas âge qui ont maintenant 6, 4 et 3. Ils ont tous les trois chacun un Wally. Un des avantages, c'est de pouvoir loquer leur assurabilité, puisque à la différence de la France où une assurance vie, tout le monde peut en ouvrir un, aux États-Unis, c'est lié à votre état de santé. Donc, si malheureusement vous avez un état de santé qui ne vous permettrait pas de pouvoir rentrer dans un Wally, c'est dommage, hein, c'est pas une possibilité, mais quand on justement on le met sur les enfants le plus rapidement possible, on va loquer leur assurabilité. C'est de l'argent sur lequel, par exemple, moi, pourquoi est-ce que j'en ai mis sur les enfants? C'est que je vais utiliser, je reste le owner du contrat, c'est mon contrat à moi, mais c'est l'enfant qui est l'assuré, je suis le bénéficiaire en cas de décès, mais c'est dans une objectif de mettre de l'argent de côté pour l'éducation des enfants plus tard et éviter les plans 529 qui, eux, sont limités par des institutions accrédité par le gouvernement américain. Donc, je peux mettre de l'argent de côté
dans ce cadre-là. Et puis à terme, soit utiliser cette liquidité pour payer l'éducation des enfants, mais également de faire la donation du contrat à terme, par exemple quand il se marie ou qu'il lance une entreprise ou autre, de le lancer dans sa vie en faisant la donation du contrat. Et ainsi, maintenant, ce contrat est à son nom. Il va pouvoir l'aider dans la phase d'accumulation, dans la phase de retraite et également déjà la génération future. Et c'est comme cela qu'on crée ce qu'on appelle du multi-generational wealth en minimisant l'impact fiscal international. Et ça, on peut le faire mettre en place dès maintenant. Donc, il n'y a pas, en effet, de minimum d'âge pour pouvoir entrer dedans. Parfait. On a pas mal de messages de remerciements de gens qui sont en train de partir parce qu'ils ont des rendez-vous à 13h. Ils ont tous dit en gros qu'ils allaient prendre rendez-vous sur le QR code. Euh, on a Jean-Christophe qui nous dit, est-il possible d'utiliser un collatéral aux US pour investir en France et inversement? Alors, la réponse est oui. Hein. Par exemple, prenons l'exemple ce fameux Wally. Comment ça se passe? Vous avez une valeur, par exemple, de 100 000 dollars de cash value life insurance. Vous allez, déjà, vous pouvez soit utiliser ce cash si vous en avez besoin, mais de manière plus optimale, vous utilisez la ligne de crédit ou un prêt contre cette valeur-là, qui, elle, vous allez l'envoyer vers votre compte courant américain, et du compte courant américain, vous pouvez envoyer l'argent vers votre compte courant en France ou ailleurs, et de là, faire l'apport sur un bien immobilier, par exemple, ou n'importe quel autre investissement. Simplement, c'est du cash qui vous est mis à disposition, vous l'envoyez sur votre compte courant, du compte courant, vous faites le transfert international, et après, vous utilisez ça. Donc, ça peut être parce que vous investissez dans un appartement à Strasbourg, par exemple. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est de faire l'apport avec justement ce collatéral. Et après, vous leveragez. En France, nous avons également des contacts de courtiers en France spécialisés pour les Français qui sont aux États-Unis. On a également des contacts de gestionnaires de patrimoine en France avec lesquels on va travailler ensemble pour une harmonisation à la fois de votre patrimoine en France et aux États-Unis. Parce que quand vous êtes résident fiscal américain, il y a des choses que vous pouvez faire, plus faire. Déjà, on est un petit peu le chat noir avec FATCA. On se fait un peu chasser en termes de solutions patrimoniales. Mais d'un point de vue financier, fiscal, légal, le nombre de solutions patrimoniales sont limitées. Et nous travaillons avec des partenaires qui sont spécialisés là-dedans, qui connaissent exactement notre situation en tant que Français des États-Unis et qui vont avoir des solutions en France intéressantes. Et donc, l'idée, c'est que ce plan soit coordonné entre la France et les États-Unis. Alors, on a un auditeur anonyme qui nous dit, est-il possible de transférer mon assurance vie française aux États-Unis, sachant que j'ai une double nationalité française et américaine? Alors, la réponse est oui, mais pas directement. Ce sera indirectement. On ne fait pas de transfert d'un compte assurance vie à un autre compte assurance vie. Il s'agira de pouvoir récupérer vos liquidités de votre contrat d'assurance vie, ces liquidités les transférer aux États-Unis et rentrer dans le contrat d'assurance vie. Mais c'est une option, absolument. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir laisser partir déjeuner tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, vous avez vu le QR code et tout ça, c'est disponible en replay. Alors souvent, je reçois beaucoup de mails de gens qui me demandent où on trouve les replays. Tout est disponible, bien sûr, sur French Morning. Quand vous êtes sur French Morning, je vais essayer de vous montrer rapidement. Alors, donc là, vous allez sur le site de French Morning, vous descendez tout en bas, et là, quand vous cliquez sur Webinaire, vous retrouvez, ah bah voilà, la base de données. Mais en tout cas, vous retrouvez tous les webinaires en bas de la page d'accueil sur French Morning, avec les contacts de tous nos intervenants. Donc, n'hésitez surtout pas à aller directement là. Tout est aussi disponible sur Facebook, si vous nous suivez en vidéo, sur YouTube et sur LinkedIn. Euh, on supprime jamais les vidéos, donc elles sont disponibles sur tous les webinaires qu'on fait depuis maintenant plus de 4 ans. Alexandre, merci encore d'avoir présenté avec dynamisme et énergie, comme tu sais bien le faire. Euh, Tu interviens, on va dire, trimestriellement chez nous sur différents sujets. Pour les gens qui sont sur New York, on a un déjeuner qui arrive le 13 juin avec toi. Donc, Mhm. si vous voulez pouvoir rencontrer Alexandre physiquement, ce sera le 13 juin à côté du Rockefeller.
Enfin dans le Rockefeller d'ailleurs. Euh, et puis c'est à peu près tout. Enfin, si vous avez quoi que ce soit, il vous manque un contact ou quoi que ce soit, tout le monde a mon mail puisqu'on vous envoie les informations pour rejoindre. Donc vous m'envoyez un mail et puis je vous connecte, il n'y a pas de souci. Bon après-midi, à bientôt. Oui, merci Robin. À très vite. Salut Alex.